Rien ne sert de courir, tout vient à point nommé, disait quelqu'un. Mais malheureusement, sur ce plateau, on court. Et toute mon équipe est en train de courir pour accueillir d'ailleurs les invités. À ma gauche, Dr Béni Chriskieze, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steven Gross, bonjour à toute l'équipe technique de DBS ce matin, bonjour à mes copanélistes et bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui se comptent déjà en centaines de milliers. Au moins aujourd'hui, vous n'êtes pas un assimilé, hein. Vous êtes plutôt un Africain, c'est bien. Africain. Bon. À votre gauche également, il est là, hein. André Christelle Fanga, bonjour, bon début de week-end et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Steven Goff, laissez-moi adresser un mot à ma langue à tous mes frères qui m'écoutent parce que nous sommes des Africains. Ok, ça a commencé, hein. Comment l'histoire au quartier, ça a déjà commencé. Et ben si tout le monde commence à le faire tout de suite, hein, ça va être difficile. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Et bonjour Steve Jocelyn, je salue tous mes copanélistes, je salue particulièrement celui que tu auras l'occasion de présenter tout à l'heure aux téléspectateurs, je salue particulièrement toute l'équipe technique, n'est-ce pas, de DBS Matin, qui est là aux premières heures de la journée. Je salue tous ceux-là qui nous regardent au travers du continent et en dehors. Mon coup de gueule ce matin, c'est qu'il faut rapidement trouver les bombes humaines qui se baladent du côté de Newbel, particulièrement du côté de Cordon Rouge. Il s'agit de... Vous avez certainement été informé d'un cas de décès d'une dame dont le corps est arrivé dans un cercueil zingué, comme on dit, c'est-à-dire malheureusement... Ces enfants ont pris sur eux la responsabilité d'ouvrir ce cercueil parce qu'elle est décédée des suites de Covid-19. Ils ont pris la responsabilité d'ouvrir ce cercueil, le dézinguer, et puis voilà, laver le corps, aller l'enterrer au cimetière du bord de Seine parce qu'elle est de confession musulmane, il faut le préciser. Alors, tout le monde a été contaminé. Maintenant, on a de la peine à tracer, n'est-ce pas, ces gens-là qui se baladent carrément dans la nature. Il faut donc que les responsables en charge de la gestion du Covid-19 dans la région littorale prennent largement leurs responsabilités. Justement, ils doivent prendre leurs responsabilités. Éric Pépin-Bikaï, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à l'ensemble de mes copanélistes et bonjour à M. Fanga. Il faut dire que sa langue est presque ma langue d'adoption parce que je suis un fils adoptif de la région de l'Est, notamment de la ville de Belabo. Allez-y donc, vous aussi, vous voulez dire en patois. Le micro ouvert, ne vous inquiétez pas. Tout simplement, en bobiliste, on dit tout simplement bon hier. Ok, ça a commencé. Bon, messieurs, tout de suite et maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Vous le savez d'ailleurs, on parle du Covid organique ce matin, remède de Madagascar, qui est d'ailleurs contesté par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Eh bien, le président malgache Andry Rajoelina promeut d'ailleurs un traitement à base de feuilles séchées de la plante Artemisia, qui a par ailleurs fait ses preuves dans le traitement des maladies tropicales. On va voir d'ailleurs avec les images tout à l'heure, on parle de l'Artemisia. Et de ce côté-là, on parle bien sûr de la grande île. De ce côté-là, on a surnommé, bon alors on a dit le Made in Madagascar, c'est Vita Malagasy, pour ne pas dire Made in Madagascar. Rajoelina a déclaré donc un déconfinement partiel de la grande île, effectif depuis mercredi dernier, et le prolongement de l'état d'urgence depuis d'ailleurs ce même mercredi. Tous les journaux occidentaux, eh bien, utilisent un seul et même mot, messieurs, le mot controversé. Quand on parle de Covid organics, le seul mot qui revient à la une de tous les journaux occidentaux, Covid organics, controversé. Réaction, André Kissefranga. Je vais vous dire une chose. L'OTAN, la France, les États-Unis se sont mis d'accord pour aller bombarder la Libye, pour aller installer la démocratie. Où est la démocratie en Libye? Tous les médias du monde ont dit vraiment Kadhafi c'est le plus grand dictateur du monde, c'est Satan même en personne. Ils ont déployé 7700 bombes et missiles en Libye. Vous pouvez compter combien ça coûte ces bombes? Donc vous comprenez qu'en réalité tout ce qui viendra de l'Occident, pour moi ce n'est même plus une information, c'est de la bêtise. Je dis bien tout ce qui viendra encore de l'Occident comme information, c'est de la bêtise. Pourquoi? Parce que ces gens nous ont pris pour des cons. Quand ça leur fait plaisir, ils ont annoncé à grande pompe qu'ils allaient installer la démocratie en Libye. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de démocratie. Ah bon, donc la démocratie, c'est les bombes alors. Ok, d'accord. Faisons tout le monde maintenant que chacun commence à fabriquer ses bombes. C'est quasiment impossible et incroyable. Parce qu'une solution vient d'Afrique. On ne dit non, controverse. C'est pour ça qu'ils ont toujours enjolivé, ils ont toujours, quand
un ancien prisonnier français ou italien ou bien vient au Cameroun, on dit c'est un coopérant. Il vient coopérer avec l'État où il arrive en Afrique. Mais quand c'est un Africain qui va en Occident, Un immigré. c'est un immigré. Donc, vous comprenez un peu comment le langage est différent. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent dire, je m'en fous. Nous tenons sur notre médicament. Je pense que l'Afrique a pris les devants et il faut tirer un coup de chapeau. Oui, monsieur le président Rajolina, ça, c'est ce qu'on a besoin chez nous en Afrique. Et l'une des choses qu'il faut préciser, l'OMS n'est pas une organisation qui dicte les lois. L'OMS qui est d'ailleurs rejeté par le président américain Donald Trump, jusqu'à preuve de contraire. Hein. Depuis avant-hier, il déclare que pour lui, l'OMS n'existe pas. Bien sûr. L'OMS ne dicte pas les lois. L'OMS fait des propositions qui peuvent être acceptées ou ne pas être acceptées. C'est une association où chacun adhère ou peut ne pas adhérer. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que non, l'OMS, c'est une organisation ou bien c'est un endroit où une organisation qui décide et qui impose ce qu'il veut à tout le monde. Mais non, ce n'est pas possible. Nous pensons aujourd'hui que chaque État, on est d'abord des États souverains, et en plus nous sommes un continent. Mais vous ne pouvez pas dire controverse à gauche, controverse à droite. Mais controverse de quoi? Vous avez essayé avant que ça n'a pas marché. Les gens ont essayé. L'artémisia, qui est la base de ce médicament aujourd'hui, fait ses preuves chez nous en Afrique. Donc, arrêtez de nous mettre, de nous amener en bateau en nous disant que non, vraiment, on va d'abord... D'ailleurs même, je crois qu'il faut porter plainte comme des gens comme Macron. Monsieur Macron doit aller en prison. Il ne peut pas laisser les Français mourir alors qu'il y a un médecin français qui dit que mais non, j'ai la solution, c'est un sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Vous ne pouvez pas laisser les gens mourir. Alors que quelqu'un vous dit, je vous propose une solution. Et ce n'est pas un vendeur de médicaments au quartier qu'on appelle vulgairement chez nous docteur. Mais c'est un professeur de médecine qui a fait ses preuves. Il vous dit, mais la chloroquine soigne. Macron dit non, on va voir, le gouvernement français dit non. C'est des gens qu'on doit porter plainte pour assassinat. On va se tourner d'ailleurs vers Dr Benny Chris. On va également rappeler que lors de la guerre du Vietnam, on a utilisé l'artémisia. C'est d'ailleurs les soldats américains et surtout les soldats vietnamiens qui utilisaient d'ailleurs l'artémisia pour se soigner. Et ça marchait super bien. Aujourd'hui, quand on vient sur le continent africain, eh bien, depuis que le président malgache Andry Rajoelina s'est pavané d'ailleurs avec ce médicament, on lui dit controversé, et ce médicament ne doit pas être accepté par l'OMS. Déjà, les vertus thérapeutiques de l'artémisia n'est pas à mettre en cause. Tous les laboratoires pharmaceutiques sont unanimes là-dessus. Il n'y a rien à faire. Les principes actifs contenus dans ces plantes peuvent soigner beaucoup de maladies. Ça dépend maintenant de l'utilisation et de l'orientation des principes actifs contenus dans cet arbre. La problématique ici, c'est beaucoup plus le rapport nord-sud. Vous savez que l'OMS est une organisation privée. Oui. Beaucoup ne le savent pas, même si elle est devenue une composante importante de l'Organisation des Nations Unies. Mais c'est à la base une organisation privée qui a été fondée, créée par la fondation Rockefeller. Donc, comprenez un peu le Rockefeller. Quel est le rôle de la fondation Rockefeller aux États-Unis? Les Rockefeller sont ceux qui ont, n'est-ce pas, empêché aux chercheurs libres, indépendants, d'avoir des licences et des produits. Par exemple, c'est lui qui a produit la machine sur la production de l'énergie libre. Le gars a vu son laboratoire vandalisé et le monsieur a été simplement, n'est-ce pas, assassiné. Le monsieur qui a créé le premier laboratoire, le premier microscope contre la maladie du cancer et qui a produit un traitement naturel pour guérir les cancers, ce monsieur a vu son laboratoire vandalisé et le monsieur a été, n'est-ce pas, diabolisé jusqu'à ce qu'il était devenu irrécevable, pratiquement dans tous les milieux intellectuels et médico-pharmaceutiques aux États-Unis. Simplement parce qu'il a refusé de coopérer avec la fondation Rockefeller qui promet, comme je le disais, des implants ou d'autres, n'est-ce pas, utilisations qui compromettent même la santé de la population. Et le monsieur était d'accord qu'il fallait aller vers d'autres solutions alternatives pour pouvoir aider les populations. Donc, voyez un peu la nature obscure d'abord de la fondation Rockefeller, qui est la mamelle nourricière de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont des gens qui travaillent
contre la santé de l'humanité, qui créent ce qu'on appelle des produits génériques amenant les populations à une certaine dépendance. Plus vous êtes dépendant, plus ils se font de l'argent contre votre santé. Et la plupart de ces médicaments que ces fondations mettent en place sont porteurs des effets négatifs. Il y a des vomissures, il y a beaucoup d'autres effets secondaires qui sont nocifs à la santé. Et ces médicaments ne soignent pas, mais créent d'autres pathologies à la longue quand vous les utilisez. Et donc, ces rapports entre Nord et Sud fait que quand les pays africains, par exemple, qui possèdent la forêt, c'est-à-dire nous avons tous les atouts et sur le plan de la faune et de la flore, oui, pour pouvoir, n'est-ce pas, de nous-mêmes extraire les principes actifs, qu'il s'agisse de porcs animaliers ou de porcs végétaux, pour produire des médicaments. Mais le problème, c'est la licence, la commercialisation et surtout l'indépendance. Qui donne la licence? Qui donne la licence? Voilà. Tu peux attendre la licence de l'OMS. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est pas toujours à l'OMS qu'on prend la licence. Mais justement, c'est là où il y a la problématique. En réalité, la problématique est beaucoup plus liée aux intérêts. Si l'Afrique peut produire des médicaments, cela veut dire, justement, mais l'OAP qui pilote cette institution. Vous savez, les institutions internationales sont pilotées par une caste qu'on appelle les Illuminati. Et ce sont eux qui sont à la base de tous les désordres qui se trouvent sur la Terre. Il faut à tout prix capitaliser les ressources du monde, manipuler les humains, transformer l'humanité en cobaye et faire des grosses sous au détriment des États. Il faut ravir, n'est-ce pas, aux États l'indépendance des décisions. Ce qui fait que quand un État comme le Madagascar prend cette initiative noble d'utiliser une ressource locale pour pouvoir aider n'est-ce pas, la population africaine à lutter de manière autonome contre cette pandémie, c'est un danger. Pour eux, c'est un manque à gagner, parce que vous n'allez pas acheter leurs produits. De deux, pour vous, c'est la garantie d'éviter ce qu'on appellerait des manipulations derrière des vaccins placebo. Parce que vous savez qu'il y a une réelle manipulation derrière les vaccins qui ont été promus, n'est-ce pas, à l'échelle planétaire. C'est-à-dire, si vous n'acceptez pas leur schéma de pensée, vous êtes hors la loi. Vous êtes, n'est-ce pas, mis en quarantaine parce qu'ils sont le maître du monde et veulent imposer cette statue au monde entier. Moi, j'ai dialogué pour chuter là-dessus avec le professeur, le médecin, le docteur Agon Valentin. J'ai dialogué avec lui hier, toute la soirée. Je lui ai fait savoir que nous, les Africains, nous allons prendre en charge, n'est-ce pas, tous les produits fabriqués en Afrique et en faire la promotion et même inciter les États africains à consommer. Il m'a rassuré que déjà l'équato-guinéen Obiangema a fait la commande de ces produits et il va l'inviter. Il y a des chefs d'État. Il a d'ailleurs subventionné, il faut le dire, à 100%. Voilà, subventionné. Le médicament, il faut dire que Théodore Obiangema a subventionné à 100% le médicament. On parle bien sûr de la pénurie. Exactement. Mais le problème qui est là, c'est que les firmes pharmaceutiques internationales sont en train de poser une de virulentes attaques contre ces produits, simplement parce que les Africains doivent être manipulés derrière les vaccins qu'on nous propose. Albert Anatola, ici, on a vu le secrétaire général des Nations Unies à la télévision française, on va taire le nom d'ailleurs de cette télévision, propagandiste d'ailleurs, déclarer haut et fort qu'il faudrait que les Africains s'attendent à des millions et des millions de morts. Malheureusement, depuis le 17 mars dernier, date à laquelle d'ailleurs le Cameroun a pris l'initiative de fermer ses frontières, on n'est pas encore à des millions de morts. Sur un plateau d'une télévision concurrente de la vôtre, j'avais déjà annoncé qu'il y aura une campagne de bashing contre le Covid organique. Et à juste titre. Vous savez qu'aujourd'hui, le médicament est devenu un enjeu non seulement géopolitique, mais surtout un enjeu géostratégique et de manipulation. Donc, ce n'est pas une surprise qu'aujourd'hui, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, qui est déjà impliquée dans des scandales par rapport avec certains laboratoires du côté de P4 à Wuhan, parce que l'OMS était au courant. Parce qu'il y a déjà des câbles qui sont en train de sortir de ce côté-là. Comme quoi l'OMS était au courant. Les cadavres du placard, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc les cadavres sont sortis du placard, et comme quoi l'OMS était au courant. Au même titre que Macron était au courant. Donc, ceci étant dit, la deuxième chose que je voudrais justement conseiller, si j'étais le communicant, n'est-ce pas, le conseiller du ministre malgache, du président malgache, autant pour moi, c'est de protéger les chercheurs de l'Institut malgache de recherche appliquée. IMRA, oui. Ah, voilà, parce que c'est important
il vous souvient qu'il n'y a pas très longtemps, du côté du Gabon, pardon, il y a le professeur Donatien Mavungu qui a été assassiné devant femmes et enfants. On ne peut pas également oublier que du côté de la RD Congo, plusieurs également ont été assassinés. Dieudonné Manenga qui a été assassiné. Assassiné justement. Dans sa chambre d'hôtel. On attend tuer les conclusions des enquêtes. Mavungu avait découvert un médicament pour le sida. Tous ces le gens-là, sida, même la pivirine, c'est comme le sida également, qui soigne d'ailleurs le sida très bien, pour l'oublier. Et pour que ces assassinats aient lieu, il faut bien que les autorités gouvernementales aient été au courant, avec la complicité des firmes pharmaceutiques. Oui. Ça, c'est important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'opportunité est offerte à l'Afrique de pouvoir, comme j'ai l'habitude de le dire dans le cadre de cette tribune, de rentrer en autarcie économique. Ça, c'est important parce que on va nous imposer l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché. Parce que c'est là le veto. Et qui délivre l'AMM? L'AMM est délivré par l'Organisation mondiale de la santé. Et pour qu'on te délivre cet AMM, c'est la mafia. Donc, s'il faut... Et puis, une question fondamentale. Est-ce que les laboratoires, j'allais dire, les laboratoires indiens ou chinois ont besoin de l'AMM pour mettre sur le marché Pas du tout. Jamais. Donc je pense que ce qui se passe à Madagascar doit parler aux Africains parce qu'il ne faut pas qu'on pense que... Et puis, il y a une précision de détail qu'il faut indiquer par rapport au Covid organique. Le principe actif de Covid organique n'est pas chimique, il est biologique. Ça veut dire qu'il ne vous crée pas des effets indésirables. Il n'y aura pas d'effets secondaires, ne vous inquiétez pas. Oui. Contrairement à ce qui nous vient outre-Atlantique ou outre-Méditerranée, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire on vous crée la dépendance tout en vous créant d'autres problèmes de santé. Donc je pense qu'à mon sens, que ce qu'il convient de faire, c'est déjà que l'Union africaine, pour une fois, sorte de sa torpeur et prenne résolument ses responsabilités pour protéger la recherche africaine. Maintenant, pour ce qui est, n'est-ce pas, des annonces apocalyptiques qui ont été faites, pas seulement par monsieur le secrétaire général Antonio Guterres, oui. et accessoirement par les deux par les deux sociopathes qui ont fait leur déclaration dans une télévision, notamment monsieur Jean-Paul Mira et monsieur Loche. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de leur apporter des réponses assez claires et précises. C'est-à-dire que de part et d'autre sur le continent africain, chaque pays apporte une réponse médicale, c'est-à-dire pharmaceutique, n'est-ce pas, à la lutte contre le Covid-19. Il faut éviter. Maintenant, ce qui est important pour nous, Africains, c'est que véritablement ces recherches soient financées, pas seulement par le gouvernement, parce qu'en réalité, ce ne sont pas les gouvernements qui financent la recherche. La recherche, généralement, est financée soit par les banques centrales, soit par le secteur privé. Donc, il faut donc... Vous avez eu à recevoir dans le cadre de cette tribune plusieurs intelligences qui ont pu mettre au point, n'est-ce pas, qui nous ont parlé d'ailleurs de la pharmacopée. Des consommables médicaux dans le cadre de la lutte. Donc ça veut donc dire que nous avons des intelligences qui ont juste besoin de financement. Jusqu'à preuve de contraire, je vais me tourner vers Eric Pépin Bikaï. Au Cameroun aujourd'hui et surtout partout en Afrique, apparemment tout le monde est entré dans la pharmacopée africaine. Là encore, l'OMS ne dit absolument rien. Ouais, c'est qui peut Je me rappelle également qu'il y a 48 ans, on était chez vous, et tout de suite après avoir mangé, vous nous avez apporté un autre médicament. Il fallait manger à tout prix. Apparemment, dans toutes les maisons africaines, c'est le même système. Il y a une réponse locale à cette pandémie, il faut le dire. Moi, je suis un peu surpris de cette polémique de la mise sur pied du Covid organique. Il ne faut pas oublier que Madagascar, c'est l'une des plus grandes îles au monde, plus de 550 km² de superficie, avec une faune et une flore immensement riches, qui fait l'objet, jusqu'à présent, d'une recherche fondamentale et appliquée assez impressionnante de la part... Une grande île qu'on a besoin de renverser depuis des décennies, il ne faut pas oublier. Et de la part de plusieurs chercheurs en botanique, en biologie, en recherche animalière, ainsi de suite. Donc, chaque peuple, dans le cadre de cette pandémie-ci, essaie d'apporter les réponses qui s'y au code génétique de sa population. Je pense que c'est ce qui a motivé l'Institut de recherche malgache avec la mise sur pied de ce médicament qui est une réponse locale. Oui. C'est-à-dire que à prendre l'autorisation de l'OMS, forcément, voudrait dire que Madagascar voulait exporter ce produit pour qu'il soit vendu à l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas pour le moment, parce que quand vous voyez un peu le déploiement, le président malgache, dans le cadre des multiples réponses que les uns et les autres ont apportées, d'autres ont fait tourner les planches à bière, d'autres ont proposé la chloroquine, ça a été refusé, d'autres ont proposé la pivirine, ça a été accepté. Donc, chaque peuple apporte sa réponse à la lutte contre cette pandémie.
afin de ne pas être dépendant peut-être des vaccins, qu'il faut le dire. Selon les experts, disent que les vaccins contre le Covid-19 ne peuvent pas être mis sur le marché avant mi-2021. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? De temps on meurt, on se pose bien la question. Les 7 milliards 150 millions de Terriens doivent attendre patiemment la mort, que la mort vienne les trouver dans leur chambre? Non. Il faut bien apporter des réponses. Et ce jeu malsain de l'OMS qui accorde qui valide les essais cliniques des médicaments n'est pas de nature à rassurer un certain nombre de choses. Parce qu'il ne faut pas, vous avez évoqué ça tout à l'heure, que l'Inde et la Chine n'ont pas besoin de ça. Ce qu'on ne connaît pas également, c'est qu'il y a à peu près dans le monde 14 millions de brevets d'invention, dont la Chine seule possède à peu près 65%. Les États-Unis 20% et l'Europe à peu près 10%. Ça veut dire que si les Chinois avaient mis par exemple une réponse, parce qu'il ne faut pas oublier également qu'il s'est dit dans les couloirs que la Chine a utilisé la Témésia pour pouvoir résoudre le problème de Covid-19 au sein de sa population. Oui. Ça n'a pas été abondamment relayé. Tout comme on l'a dit, les dégâts causés par ce virus en Chine n'ont pas été relayés. La Chine a relayé ce qu'elle voulait relayer. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, résolument, les Africains aussi doivent s'approprier. Chez nous, on a des réponses locales. C'est le professeur Bayebe, d'ailleurs, qui conseillait cela à plus d'une personne. Les écoles telles que le Cormor, qui ont une amertume. On a d'ailleurs eu, il faut le dire, sur ce plateau, un médecin qui nous faisait d'ailleurs un nutritionniste, qui nous disait ce qu'il faut manger. Il nous demandait de manger vert, rouge, jaune. Donc, on a demandé aux autres d'avoir un peu de l'amertume dans leur alimentation, d'utiliser les écorces. Moi, c'est ce que j'utilise au quotidien. Donc, j'attends pas que l'OMS me demande de ne pas utiliser de ne pas manger l'écorce. Voilà, mes écorces du village. Moi, j'ai pas besoin de l'autorisation. Donc, je pense que c'est le même problème que la société malgache, au travers de l'initiative de son président, d'apporter une réponse scientifique à un problème local, c'est-à-dire la progression de la pandémie dans la Grande Île. Et il s'est appuyé sur une plante qui pousse naturellement dans son environnement. On a essayé de pousser les recherches. On a vu que ça peut protéger davantage le système immunitaire si c'est que la population se mettait à la consommer. Je pense c'est le gouvernement malgache qui a financé ces recherches et que le produit est destiné aux malgaches. Accessoirement, à toute la population, chacun a droit à une bouteille chaque matin. Tous les élèves qui vont à l'école doivent avoir une bouteille. Les pays africains voisins de la Grande Île estiment que ce produit peut être d'une grande utilité au sein de leur population. Ils n'ont qu'à se rapprocher des chercheurs malgaches pour que on multiplie la productivité au sein des autres pays. C'est aussi simple. Aujourd'hui, on est en train de libérer les barres, les contraintes des gestions gouvernementales, des stratégies mondiales. Il faudrait également que les Africains le comprennent. On ne va pas toujours prendre les autorisations auprès des gens, parfois, qui n'ont même pas le background d'un certain nombre de chercheurs au niveau du continent. Et c'est Raoul qui le dit, que le continent dispose des meilleurs chercheurs que le monde n'ait jamais eu depuis plusieurs années. Mais seulement ces chercheurs-là ne sont pas valorisés, alors ne veulent pas faire entendre leur voix. Justement, c'est le problème que nous avons sur le continent africain. André Kissé-Fanga, jusqu'à preuve de contraire, on a parlé de la pivirine, on a parlé justement du Covid Organix, il y a d'autres médicaments encore, de couveuses, de tout ce qui va avec sur le continent africain. Beaucoup de choses d'ailleurs ont été fabriquées d'ailleurs ces derniers temps et surtout créées sur le continent africain. Mais jusque-là, on a un mutisme du côté de l'Union africaine et surtout des autres chefs d'État africains. Ben, écoutez, je crois que le monde est en train de se réorganiser. Le monde ne se fera plus comme auparavant. Il n'y aura plus la dictature de l'OMS, la dictature de l'ONU, la dictature de tous celles de l'OTAN et tout ça. C'est terminé. Parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont créé leur propre mort. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain est en train de se réapproprier son Afrique. Parce que vous avez pris un bel exemple tout à l'heure, où maintenant, après chaque repas, on prend une coction ou bien quelque chose. C'était ça dans nos habitudes. Hier, on en a pris, hein. On est arrivé quelque part. Hier, on nous a servi quelque chose d'extraordinaire. Ben, je vous dis, ça, c'est notre Afrique et que nous avons voulu. Voilà la vraie culture africaine et non la culture que les autres veulent nous dire là. Donc, nous pensons aujourd'hui que avec cette situation, l'Union africaine, qui est un peu une coquille vide, bon, on espère qu'elle va s'améliorer. Vous comprenez? Prendre conscience. Oui, elle va prendre conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a quand même réagi par rapport au problème qu'on avait avec les Chinois. Non, elle a réagi, même si c'était timide, mais elle a réagi. C'est déjà quelque chose. Un peu tard quand même. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'Union africaine doit prendre les devants de certaines situations. Et en dehors de l'Union africaine, parce qu'en réalité, il faut se le dire, l'Union africaine ne représente pas beaucoup, grand-chose pour les États. Parce qu'il y a certains États qui considèrent que l'Union africaine est une coquille vide. Donc,
il faut que les États prennent des décisions au niveau de leur sous-région, au niveau de leur État d'abord et de leur sous-région. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, le président Félix Tshisekedi a commandé justement ce Covid organique pour ces populations aussi. Il a demandé à l'État malgache de voir comment il peut mettre... Déjà, il y a une coopération bilatérale entre et exactement. Donc, vous comprenez que les Africains sont en train de s'approprier. Et il a fait un tweet, je crois, où il a dit que l'OMS valide, qui ne valide pas. Nous avons besoin de trouver des solutions pour nos populations. Et je crois que le Covid organique est une solution qui peut aider les Africains et les populations de mon pays. Donc, je l'adopte. Donc, nous pensons aujourd'hui que cette situation doit nous amener à réfléchir autrement. C'est pour ça que il est très urgent et très très urgent que les Obiangema, qui sont des panafricanistes, que ces chefs d'État qui ont une autre vision de l'Afrique, puissent se mettre ensemble, parce qu'on ne peut pas faire avec tout le monde. Hein. Il faut savoir qu'avant que l'OUA ne se mette ensemble, c'était la guerre de deux courants. Vous comprenez? Il y avait de l'autre côté ceux qui voulaient que ça soit le brisement des barrières, et il y a ceux qui ont voulu que non, ça soit juste une association comme elle est aujourd'hui, et appuyée par l'Union européenne. Et c'est justement cette association que nous avons qui ne vaut pas grand-chose, parce que dans une association, vous pouvez décider de sortir, vous pouvez décider de ne plus cotiser, vous pouvez décider de faire, parce que vous adhérez de manière libre. Donc, aujourd'hui, nous pensons que les Africains ont compris. Nous devons nous soigner, la pharmacopée, et ça ne sera jamais comparable aux médicaments européens ou bien qui viennent de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses... Justement, le gros problème, il n'y aura jamais de comparaison entre le médicament made in Africa et le médicament qui nous vient justement de l'Occident. Jamais, il n'y aura jamais de comparaison. Et l'une des choses que les gens oublient, c'est que les mêmes médecins, par exemple, ceux de Madagascar qui ont sorti ce médicament ont été dans des universités de médecine en France et un peu de partout. Donc, ils ont fait les mêmes écoles. Ils ont même été plus brillants pour certains. Quand vous regardez le professeur Anoumangou, paix à son âme au Cameroun, il était parmi le corps médical de la reine d'Angleterre. Vous comprenez un peu? Et qui est venu au Cameroun, il a sorti un médicament par rapport au sida. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On ne va pas oublier que 40%, il faut le dire, des médecins dans le monde sont africains. Mais c'est ce que je vous dis. Quand vous allez en Occident, précisément. Quand vous allez en Allemagne, vous allez retrouver que le corps médical est composé au moins à 60% des médecins africains. Donc, vous comprenez qu'il y a une nette évolution. Nous sommes au devant de la scène depuis longtemps. Mais nous avons un problème, c'est le problème de communication. Ce problème de communication, parce que nous n'avons pas réussi à mettre les médias. Parce que quand quelqu'un se lève le matin, il met RFI. C'est pour écouter quoi, RFI? Quand il met France 24, c'est pour écouter quoi, France 24? Pour nous annoncer que non, un beau discours d'un monsieur qui a plongé le Portugal, je crois, Gutiérrez était le premier ministre du Portugal, n'est-ce pas, dans une crise économique gigantesque. Il vient se mettre à la télé parce qu'on l'a repêché, les lobbies l'ont repêché pour faire de lui secrétaire général des Nations Unies. Et il vient nous dire que non, Africains, attendez-vous au pire, vraiment vous allez mourir. Donc, vous comprenez que tout ce qui constitue l'Europe ou bien les organisations internationales aujourd'hui n'ont pas prouvé. Michel Alliot-Marie, qui dirige, Christine Lagarde, qui dirige le Fonds monétaire international. Elle était ministre des Finances française. La France était dans une crise incroyable. Donc, si elle n'a pas réussi en tant que ministre français à sortir la France de la crise, ce n'est pas au niveau du FMI qu'elle va réussir à sortir le monde de la crise. Mais attendez, même les Saintes Écritures disent, si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, qui va te donner les grandes? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à faire confiance à ces gens qui nous ont longtemps menti, qui n'ont jamais prouvé ou bien n'ont jamais dit la vérité. La preuve en est, est-ce que les Français ont déjà dit que c'est les Africains qui les ont délivrés de l'oppresseur allemand? Non, ils ne le disent pas, mais ils ont déifié De Gaulle. Alors que c'est quelqu'un qui est venu au Cameroun, qui venait pour se suicider. Donc, c'est un indice. Mais bien sûr, il faut qu'on dise la vérité aux Africains. C'est les tirailleurs camerounais, sénégalais, de tous ces pays-là, maliens, qui sont allés délivrer et amènent avec des armes vraiment... Ils étaient la chair à canon. Donc, la chair à canon. Donc, quand les Européens pensent que nous sommes la chair à canon, nous, on les prouve le contraire. Et d'ailleurs, même, pour terminer mon propos,
La France gagne la Coupe du Monde 98 grâce à qui? Il y avait au moins 10 joueurs qui étaient africains. En dehors des 10 joueurs africains, suivez le témoignage, en dehors des 10 joueurs africains, ils disent grâce au marabout sénégalais. Allez savoir. Merci beaucoup, André Christophe Fanga. On va rester en tout cas sur ce sujet du Covid organique. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aujourd'hui, Dr Bénéclis, de voir disparaître entièrement et totalement Andry Rajoelina, qui, il faut le dire, au su et au vu de tout le monde, d'ailleurs on voit les images derrière moi, déclare haut et fort que le Covid organique marche super bien. Qu'est-ce que nous avons besoin, nous, panafricanistes? C'est de chefs d'État visionnaires, patriotes, qui prennent le devant de la scène et qui assument la responsabilité historique d'être chef de l'État. On a toujours dit, ce n'est pas le palais qui fait le roi, c'est le roi qui fait le palais. Ce n'est pas le fauteuil présidentiel qui fait de toi un chef de l'État. C'est la vision que tu implémentes étant chef de l'État qui fait de toi chef de l'État et les traces que tu laisses dans l'histoire. Voilà un homme qui, face à un danger, n'attend pas que l'étranger vienne lui imposer un rythme ou des solutions, prend la disposition de dire « Chez moi, j'ai tel arbre, je peux les utiliser pour soigner ma population. » C'est ça être un président responsable, visionnaire. Ne croyez pas qu'au Cameroun, par exemple, il n'y a pas ça. C'est cette espèce d'arbre ou cette floraison, il y en a. Au Congo, chez moi, il y en a. Dans toute l'Afrique centrale, il y a cet arbre parce que je suis rentré dans le banque de données de botanique pour voir la diversité géographique qui, n'est-ce pas, regorge cette plante. Mais il y en a un peu partout en Afrique. Mais pourquoi d'autres chefs d'État n'ont pas pris l'initiative? C'est problème de vision. Et non seulement problème de vision, il y a ce qu'on appelle la déliquescence et l'éthique, qui fait qu'un chef d'État accepte, par exemple, les propositions de la communauté internationale lui interdisant de promouvoir la recherche locale et de bénéficier des sous en contrepartie. Qu'est-ce que cela signifie? Les firmes pharmaceutiques vont te dire, bon, nous allons vous accompagner, par exemple, dans votre programme électoral, nous allons vous aider à construire des routes, nous vous allouons, par exemple, tel milliard. Pendant ce temps, acceptez que notre vaccin puisse être testé chez vous. Ce sont des contreparties, ce sont des affairistes en réalité. Beaucoup de chefs d'État, beaucoup d'hommes politiques sont plutôt d'affairistes que de visionnaires. Or, nous avons besoin d'avoir de chefs d'État visionnaires. Vous l'avez souligné, Steve Ngos. Les chefs d'État comme lui sont des gens que nous devons protéger. Il est l'heure surtout de les protéger, il ne faut pas oublier. Protéger parce que si les Kwame Nkrumah, les Lumumba, les Omniobé, les Thomas Sankara ne sont plus de ce monde parce qu'à un moment donné, on n'avait pas compris qu'au-delà de leur vision, il fallait les protéger. Nous ne les avons pas protégés. Mais des chefs d'État comme ces jeunes, nous devons les protéger et nous devons même implorer le ciel que ces chefs d'État se multiplient encore sur les territoires africains pour que demain, d'une manière panafricaniste, nous ayons des dynamiques similaires qui mettent en sécurité des zones géographiques importantes comme l'Afrique centrale qui regorge assez de minerais, l'Afrique de l'Ouest, etc. Pourquoi pas toute l'Afrique? Vous voyez cela. Ouais. Donc, c'est un problème d'interactivité et de vision. C'est à quoi aspire le peuple africain, c'est d'abord l'éducation, parce qu'il faut le dire, pour mener des recherches à ce niveau aussi poussées et arriver à extraire les principes actifs des plans, il faut avoir une formation. Et donc, les trois principales missions d'un gouvernement, c'est d'abord mettre sa population à l'école. Deuxième mission, c'est nourrir sa population. Troisième mission, c'est la protéger. Voyez. Et entre la nourrir et la protéger, il y a un élément important. Il faut forcément permettre à cette population d'être capable de développer un sens critique. Or, ce que nous faisons en Afrique, nous infantilisons nos populations, nous leur cachons des vérités, parce que dans ce problème, il y a quoi? Il y a une guerre d'information, comme nous l'avons dit. L'information, en fait, c'est quoi? L'information, c'est un ensemble de nouvelles qui influencent les pensées et les actions. Alors que le renseignement, c'est la recherche de cette information-là. Voyez. Or, en Afrique, nous n'informons pas assez sur les problèmes qui nous lient à l'Occident. La vérité, c'est que nous avons tout ce qu'il faut pour nous autodéterminer, pour nous autodévelopper, mais nous avons des cercles d'influence, des lobbies qui empêchent à nos chefs d'État d'être lucides et d'utiliser les moyens locaux que nous disposons pour pouvoir développer l'Afrique. Et un président comme celui-ci, c'est un esprit dont nous avons besoin. Peut-être qu'une incarnation de Kwame Nkrumah qui le sait, peut-être l'incarnation d'un autre Mandela qui le sait, peut-être l'incarnation d'un autre Umniobe, d'un Lumumba. Donc, nous avons besoin que le chef d'État comprenne cela.
ils ont une responsabilité. Régner n'est pas une responsabilité historique. C'est l'héritage que nous léguons à la génération future qui sera retenu dans l'histoire. Et tant que nos chefs de l'État ne prennent pas de décisions allant dans le sens d'aider les populations à se prendre en charge, ces chefs de l'État resteront dans l'histoire des révolutions, balayeront leur passage. En tout cas, sur les images, vous voyez les Malgaches toujours en train de boire d'ailleurs leur Covid organique. C'est les ministres, tous ceux-là qui sont à la tête d'ailleurs de l'État malgache, prennent avec délectation, il faut le dire comme ça, le Covid organique. Ça. Messieurs, je vais vous lire d'ailleurs le tweet de Macron. J'espère que notre réalisatrice pourra nous montrer d'ailleurs cette image sur l'écran. L'Afrique dispose des chercheurs et des scientifiques parmi les plus réputés au monde dans la lutte contre les pandémies. Les solutions élaborées en Afrique vont aider le monde entier à vaincre le Covid-19. Il répète encore, je vous rappelle que c'est un tweet qui date du 15 avril dernier. L'initiative que nous lançons aujourd'hui, c'est un travail en commun entre l'Europe et surtout l'Afrique pour vaincre ensemble la pandémie. Les destins de nos deux continents sont liés. Albert Anatole ici, quand Emmanuel Macron, président français, dit cela, est-ce une hypocrisie ou alors c'est un jeu comme d'habitude, on nous dit, d'ailleurs comme De Gaulle l'a dit, entre les États, il n'y a pas d'amitié, c'est plutôt les intérêts. Non, disons qu'il faut, voilà, vous l'avez à l'antenne. Disons qu'il faut situer ce tweet dans son contexte. Vous pouvez le lire, vous également qui êtes à la maison. Oui, il faut situer ce tweet dans son contexte, qui intervient quelques jours après les déclarations des deux sociopathes que j'évoquais tout à l'heure sur une chaîne hexagonale qui estimait que c'est sur le territoire africain qu'ils doivent venir chercher les cobayes pour leurs essais cliniques. Donc, il était en question pour lui, sur le plan politique, de recadrer cela parce qu'il sait, il a été au courant de l'étoilé que cela a suscité, ça les déclarations de M. Jean-Paul Mira et M. Camille Lot. Bon, il a été au courant de tout cela, et donc il fallait qu'il recadre un peu, n'est-ce pas, cette communication. Et calme le jeu. Non, qu'il recadre un peu cette communication, on ne peut plus très désastreuse. Bon, ceci étant, est-ce qu'il est sincère? Non, pas du tout. Il ne peut pas être sincère. Donc, je pense que, et pourquoi bon Dieu, lui, veut associer le destin de l'Europe à celui de l'Afrique? Puisque le continent africain, lorsque les Blancs, les Occidentaux parlent du continent africain, j'ai le sentiment qu'ils parlent de l'Afrique comme si c'était un État. Mais l'Afrique, c'est un continent. C'est 54 pays, mon Dieu. Mais, écoutez, moi je suis très gêné lorsque je vois cette arrogance-là, ce paternalisme-là, et puis cette mauvaise façon de comprendre les choses, mais ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas, ces gens. Et puis l'Afrique, c'est plus d'1 milliard d'habitants, c'est-à-dire un marché potentiel. Nous avons des intelligents, là vous avez donné le chiffre, les normes, nous avons des ingénieurs, des médecins qui travaillent là-bas, qui sauvent la population dont on a besoin sur le continent. 40%. Et puis l'Afrique, écoutez, la France s'est développée grâce à l'expertise de l'élite africaine. C'est-à-dire que la France ou les États-Unis ne se sont pas développés uniquement du fait de l'expertise de leurs citoyens. Contrairement à la Chine, qui s'est développée uniquement de par son expertise de ses citoyens. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on sorte de cette arrogance. Quoi qu'il en soit, bon, je voudrais quand même dire que pour une fois, elle a été honnête en le disant. C'est-à-dire que justement, ils ont besoin de l'expertise, qui reconnaît quand même qu'il y a de l'expertise africaine, une expertise africaine pour pouvoir... Sans oublier qu'il y a des infirmières africaines qui ont rempli d'ailleurs les hôpitaux. Moi, je vais plus haut. Je ne parle pas des infirmières, là c'est autre chose. Voilà. Moi, je parle des spécialistes. Parce que lorsque nous avons tous entendu sur les propos de M. Jean-Paul Mira, qui estimait qu'en Afrique, franchement, c'est le désastre sanitaire. Il n'y a rien du tout. Même pas de chercheurs, même pas de médecins, il n'y a rien, pas de plateau technique. Mais contrairement, maintenant, lorsque vous prenez les éléments de langage du tweet de Macron, il recadre cette déclaration-là. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai dit dans l'entame de mon propos, c'est pas une surprise qu'il y ait une campagne de bashing des médias hexagonaux, parce que vous savez que la plupart de ces médias sont manipulés par les laboratoires pharmaceutiques. Ils ne peuvent que défendre leur laboratoire, leurs intérêts. Donc, je pense que ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau par rapport au Covid organique, c'est la contre-offensive. Donc, à mon sens, je pense qu'aujourd'hui, il faut une solution africaine. J'ai l'habitude de le dire, qu'il faut une solution africaine dans tous les problèmes africains, principalement par rapport à la crise sanitaire que connaît le continent. Il faut une solution africaine. Et je pense que, et surtout une solution globale. Parce que chercher à avoir les solutions, je veux dire, un peu isolées, disparates, comme ce n'est pas avec nos micro-États qui sont désorganisés dans les communautés, tout ça. Non, il faut une solution globale. Et je suis quand même
surpris de constater qu'après justement cette déclaration courageuse du président malgache, en dehors de Tshisekedi, Ombiangema, il y a comme un silence tonitruant des chefs d'État africains. Personne ne dit rien, hein. Peut-être parce que c'est l'incapacité, alors peut-être parce que ces derniers sont incapables, Éric Pépin-Bikaï, parce qu'à un moment donné, on aurait quand même pu soutenir le président malgache André Rajoelina dans sa démarche contre le Covid-19. Non, en réalité, ce silence fait partie de l'ADN de la plupart des dirigeants africains, que ce soit dans l'Afrique lusophone, anglophone ou francophone. Ils ne sont généralement pas des dirigeants qui sont proactifs. Ils prennent beaucoup de réserves avant de se prononcer sur un certain nombre d'événements qui impactent l'Afrique et qui impacteraient le monde. Souvenez-vous par exemple de la polémique sur l'esclavage en Libye. Il y a très peu de présidents qui se sont prononcés sur cette question-là. Et pourtant, c'est la population... Après même le bombardement, il faut le dire, de la Libye, qui est devenu aujourd'hui un pays en ruine. Il n'y a aucun chef d'État qui a levé le petit doigt. C'était la plus grosse... Tout le monde avait peur. Africaine au monde, il faut le dire. Parce que le mouvement de la Libye a suivi avec celui de la Côte d'Ivoire, où il y a eu un mutisme général de la part de la plupart des compères du président Gbagbo. Donc, aujourd'hui, ça ne nous surprend pas qu'il y ait un jeune président, parce qu'il faut le dire, tout à l'heure, Dr Bénédicte n'a pas essayé de faire la trajectoire de ce président. C'est quelqu'un qui est parti de la classe moyenne de Madagascar en tant que DJ. Il était DJ. Voilà. Mais vous n'avez pas également oublié un très cher Éric Pépin-Bikaï, et qu'il était le cousin de Magra Valomanana. Voilà. N'oubliez pas ça également, parce qu'il fait quand même partie de la famille présidentielle. Je suis d'accord. Là, on ne l'oublie pas. Il ne faut pas également oublier qu'il a renversé également sur ce coup-là, son propre cousin, oui. Et qu'il a été en rivalité avec son propre cousin lors de la dernière élection qu'il a régulièrement battu. Nous le savons. Voilà. Donc, quel qu'en soit le cas, c'est quelqu'un qui joue d'une très grande popularité. Il a beau ne pas être quelqu'un de très intelligent, mais il est à l'écoute de sa population et il essaie de temps en temps de trouver des solutions. Aujourd'hui, avoir peur de mourir, c'est un peu avoir peur de vivre. Pour un certain nombre de chefs d'État, il faut qu'ils prennent des initiatives. Il a quand même un allié. Aujourd'hui, le Madagascar a un allié de poids, qui est la Russie. Il ne faut pas l'oublier également. Oui, ça peut aussi être la Chine, parce qu'il ne faut pas oublier que 65% de la population malgache est d'origine chinoise. C'est-à-dire c'est un mélange entre les Noirs et les Chinois qui forment cette population hybride de Madagascar. Donc, la Chine, naturellement, est l'allié de Madagascar. Et à côté de ça, il faut y associer également la Russie. C'est à peu près l'axe de la contre-offensive du système occidental. Donc ça veut dire que ça lui permet de manœuvrer et de faire ce qu'il peut faire. La preuve en est, voilà ce qu'il propose comme solution miracle à la réponse du Covid-19. Mais si on revient un peu sur la communication, là on l'a dit, cette polémique, on a traité de cette question, je prends lundi ou la semaine dernière, par rapport à la communication du président de la République au niveau du Cameroun. C'est tout timide, parce que la communication ou alors les initiatives, même si elles sont prises, elles ne sont pas valorisées. Tout à l'heure, M. Fanga évoquait par exemple le fameux Vanevax du professeur Anoumangou. À l'époque, moi j'étais tout petit. Anoumangou démontrait qu'il a mis sur pied un principe actif capable de freiner la progression du virus à l'intérieur de l'organisme. Il le disait. Il demandait des subventions. Mais il demandait davantage l'accompagnement de l'État. Ça veut dire que l'État camerounais... À un moment donné, il ne faut pas également oublier qu'on l'a salopé. Hein. Voilà, assume le fait que le Vanevax a été inventé par le Cameroun et que ce produit va être utilisé par ces techniciens dans le cadre de la réponse contre le VIH-Sida. Anoumangou est décédé. Ce vieux pieux n'a jamais été implémenté. Et je ne sais pas ce qu'est devenu son laboratoire aujourd'hui ou alors ce qu'est devenu son produit. C'est certainement un héritage familial qui ne sort pas au-delà de ces 4 murs. Ça, c'est également ça l'Afrique. Donc l'Afrique n'est pas capable de pouvoir s'assumer sur le plan international, de pouvoir dire voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous voulons pour notre population. Il faut toujours tenir compte du contexte local lorsqu'on veut solutionner un problème qui est global. Parce qu'on ne peut pas... La dernière fois, je disais sur ce plateau que les mesures barrières qui ont actuellement cours dans la plupart des pays africains et même au-delà ont été édictées par l'OMS. Mais quel est l'apport personnel des scientifiques camerounais dans la lutte contre le Covid-19 sur le territoire? On reste toujours maîtrisé, on regarde, on observe. Mais on ne voit pas leur accord. On a comme l'impression que nous sommes dans un suivisme aveugle de la plupart de nos dirigeants. Il faut à un moment être responsable, mais davantage assumer sa maturité intellectuelle. Comme la France a déclaré que d'ici le 11 mai, on pourra commencer à les confiner. On a commencé à dire... Amener les enfants à l'école. Ce n'est pas ça la réponse. Il faut toujours au Cameroun, on a dit que le 1er juin, on pourra le faire également. Voilà. Mais c'est à la suite du discours de Macron
qu'il Oui. a annoncé. Nous aussi, on estime que le 1er juin, non, il faut faire des choses en tenant compte de notre environnement, en tenant compte de nos potentialités, en tenant compte de nos intelligences. Arrêtons un peu ce copier-coller qui est suicidaire dans la plupart des prises de décision au niveau de la Donc vous êtes d'accord Voilà. avec Bertrand Tatina qui nous disait sur ce plateau qu'à un moment donné, il ne fallait pas renvoyer les enfants à la maison. Il fallait les laisser fréquenter. Non, ça pouvait être la solution, mais il fallait la faire avec notre méthode. Parce qu'en réalité, les enfants sont renvoyés à la maison parce qu'un certain nombre d'États occidentaux ont commencé à renvoyer les enfants à la maison. Et l'Afrique paternaliste a suivi le train. Comme d'habitude, c'était simplement Oui. en ayant crainte du fait qu'il y avait un vampire qui arrivait et qui devait décimer tout sur son passage. C'est également, comme disait Anatole, je souscris à ce qu'il pense, que le Covid-19 devrait remettre au goût du jour un certain nombre de choses qui ont mal fonctionné dans le déploiement de l'administration publique en Afrique. Il ne faut pas qu'on continue à être des éternels suiveurs. Ayons de la mesure et ayons à l'esprit de pouvoir mettre sur pied des stratégies qui répondent aux besoins locaux. Parce que, par exemple, sur les mesures, Oui. on a par exemple dit que non, qu'il fallait que les marchés ferment. Et on disait aussi que le problème avec le Cameroun, c'est que la plupart des pays africains, leurs citoyens vivent au jour le jour. C'est-à-dire qu'il faut que le mec sorte et qu'il pense venir rationner à midi, peut-être 1 ou 2 kilos de riz, ou venir rationner le soir. S'il ne sort pas, il n'a pas 1 ou 2 kilos de riz. Donc, si vous pouvez maintenant prendre des mesures copiées en Europe pour les transposer dans notre cas, on crée forcément un autre problème. On va mourir de faim, on le sait, on va mourir de qu'on ne famine. devrait forcément qu'on ne voulait forcément pas mettre au goût du jour. Donc, il faut qu'on sorte de ça. Il y a des scientifiques africains, il faut qu'ils apportent des propositions par rapport aux pandémies, aux épidémies qui sévissent en Afrique. Il faut souvent qu'on sorte de ces copier-coller avec des produits chimiques, forcément qui créent d'autres effets secondaires sur nos organismes. André Kissef-Fanga, on a l'impression aujourd'hui que l'Afrique n'a pas besoin de se libérer. Nous, on parle sur les plateaux de télévision depuis de longues années aujourd'hui, mais eux, à un moment donné, sont toujours restés dans un mutisme extraordinaire. Non, c'est un problème de communication, monsieur Stephen Goss. Il y a des révolutionnaires partout dans tous les États. Quand on parle de révolution, ce n'est pas une révolution armée, non, c'est une révolution intellectuelle, c'est une révolution sociale qui est en train de se mettre en place. Ne voyez pas parce que les principaux suppôts français en Afrique sont en train de faire une communication ou bien ont la priorité sur les médias mensonges, parce que vous allez retrouver que c'est les mêmes gens qu'on interviewe à France 24, c'est les mêmes qui sont à RFI, c'est les mêmes. Donc vous comprenez qu'il y a une stratégie globale de communication et de que c'est ces pays-là qu'on vante le plus. Oh, la Côte d'Ivoire a atteint le nombre de tel taux de croissance, la Côte d'Ivoire a fait ceci, son leader charismatique, notoire a fait ceci. Mais écoutez, non, alors que la réalité, elle est Tout autre, oui, Donc justement. nous pensons aujourd'hui, vous allez retrouver que non, Macky Sall l'a fait. Vous allez retrouver que c'est tous les suppôts français qui font l'objet d'une communication extraordinaire dans les médias occidentaux. Donc, on les lave, on les blanchit. Des anciens criminels, hein. La preuve en est, voilà, Guillaume Soro, qu'on est en train de dire que l'Union africaine, une organisation de l'Union africaine dit que non, le mandat d'arrêt est... La Cour africaine de justice, La faut Cour bien africaine, bon, est levée. Vous comprenez un peu pourquoi? Parce que on est en train de dire à Paris, comment un criminel est assis à Paris, il donne les injonctions dans un pays et Paris est là, il acclame, il regarde, il dit ok, je pèse encore entre la balance. Est-ce que M. Ouattara veut encore de l'or ou bien Guillaume Soro peut faire nos affaires? Pendant ce temps, Ouattara est toujours président. Mais bien sûr, donc vous comprenez qu'il y a une stratégie. Donc l'Afrique s'est déjà réveillée. L'Afrique est déjà au devant de la scène. L'Afrique a déjà pris le taureau par les cornes. Ne regardez pas les petites résistances. Parce que les Ouattara, Macky Sall, c'est les petites résistances. Vous comprenez un peu ces suppôts français-là. C'est des petites résistances qui vont être renversées d'ici 5 ans. Donc, et l'heure clique. Parce que quand vous regardez tout ce qui est en train de se faire là, c'est la montée en puissance de l'Afrique et de la vraie Afrique. Et surtout du nationalisme. Donc, du nationalisme. Donc, et c'est pour ça que si vous vous rappelez bien, Macron convoque les chefs d'État à Pau. Il a dit, venez nous dire comment le sentiment anti-français a arrivé à ce niveau-là dans votre... Il dit, mais première des choses, on a fait un lever de bouclier sur certains médias. On leur a dit, mais est-ce que c'est... D'ailleurs, Rochemar Kaboré a été obligé de faire une interview
parce qu'il est le président en exercice, je crois, de leur G5 Sahel. Il a fait une interview. Il était obligé de dire que mais non, il n'a pas reçu d'invitation normale par rapport à cette conférence-là. On était obligé de revoir, de renvoyer, parce qu'on avait averti à tout chef d'État qui devait s'y rendre que mais il devait caler là-bas, en réalité. Donc il devait rester là-bas, parce qu'on ne peut pas, de manière à la télévision, un jeune homme se place à la télévision et il profite d'une organisation qui n'était pas une communication du président de la République française, c'était lors d'un sommet. Vous comprenez? Et il se met à la télévision et il profite de... C'est pour ça que j'ai convoqué les chefs d'État africains ou bien du G5 Sahel, qu'on puisse se retrouver et de discuter de la question. Je dis, attendez. Donc, on donne les invitations à des chefs d'État à une chaîne de télévision. On dirait donc, comme des gamins, que venez prendre des cours ou bien venez prendre des leçons. Donc, vous comprenez qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons un problème de communication. Valoriser les initiatives africaines. Dire ce qui se fait de bien en Afrique. Parce que on a pensé que notre développement, c'est une affaire, on aura les rues comme à New York, on aura les gratte-ciel comme à Dubaï, on aura ceci, c'est ça qui fait le développement de l'Afrique. Mais non, nous avons d'abord notre développement mental. Le mental africain s'est tellement développé. Aujourd'hui, c'est pour ça que vous voyez les prévisions comme l'OMS veulent détruire notre mental, veulent détruire notre psychologie. Ils vont mourir en millions. Vous allez mourir en millions. Vous vous préparez parce que l'un des éléments, et c'est pour ça que j'ai défini l'OMS, Organisation mondiale satanique. Pourquoi? Parce que l'arme du diable, c'est le mensonge, c'est la peur. L'arme du diable, c'est d'injecter. La première des choses, si vous voulez être malade, ou bien si on veut que vous soyez malade, on commence d'abord à vous injecter la peur. La peur de la maladie, la peur donc, quand vous ressentez quelques petits symptômes, la preuve en est quand vous avez le cache-nez et que vous toussez un peu, ou bien quand vous avez vous commencez, première des choses qui vient dans votre esprit, je peux être atteint du Covid. Pourquoi? Parce que mentalement, on vous a préparé, psychologiquement, on vous a préparé que voici les symptômes qui caractérisent le Covid-19. Donc, le Covid-19... Je vais vous raconter une anecdote d'un journal nigérien d'ailleurs que nos compères d'ailleurs ont pu apporter ce matin dans la revue de presse. Il y a hier du côté du Nigeria à Lagos, il faut préciser par ailleurs qu'il y a 40 ouvriers qui ont été testés positifs au Covid-19. Ouais. Et vous savez ce qui s'est passé? Non. Les autres ouvriers ont fui. Ils viennent plus au travail. Donc vous comprenez un peu cela, cette peur-là. Donc aujourd'hui, il faut que les Africains n'ont plus peur. Nous n'avons plus peur de créer nos médicaments. Nous n'avons plus peur de créer notre système politique parce que, regardez en RDC, en matière d'élection, la dernière élection présidentielle, c'est des jeunes Congolais de la RDC qui ont créé cette machine, malgré qu'elle a été fabriquée en Chine, mais c'est d'abord venu ça a été créé par des jeunes de la RDC. Et croyez-moi, des créations ces derniers temps, s'il y en a. Il y en a en suffisance. Et vous avez vu l'une des meilleures élections en Afrique, vous comprenez un peu, en RDC. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut se féliciter sans financement extérieur. Parce qu'on a dit, mais non, nous pouvons organiser nos propres élections. Nous avons les moyens. C'est justement le cas également au Cameroun. Docteur Bénécris, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Justement, c'est la question que les populations se demandent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a le Covid organisme, le CVO, il y a la pivirine, il y a même d'autres médicaments sur le continent africain. On fait quoi? Littéralement, la prise de conscience actuelle nous amène à poser deux questions. La première question, c'est pourquoi, avec tant de solutions et de potentialités que nous régorgeons, nous n'arrivons pas à nous déterminer de manière autonome? Ça, c'est la première problématique. Puisque l'Afrique découvre finalement que nous avons les qu'elle a un potentiel extraordinaire. Nous avons les potentiels, nous avons pratiquement tout pour nous mettre à pied. Mais paradoxalement, nous n'utilisons pas ce dont nous disposons pour pouvoir nous affranchir du dictat international. Ça, c'est de un. De deux, c'est la problématique de l'élite que nous avons à la tête de nos pays. Pourquoi, malgré toutes les ressources que dispose l'Afrique... De certaines élites. De certaines élites, bien sûr. Pourquoi? De manière globale, puisque si on regarde le poids quand même de l'Afrique aujourd'hui... Allons-y rapidement, monsieur, le temps nous est parti. Pourquoi, avec tout ce dont nous disposons, la majorité des chefs d'État africains n'arrivent pas à implémenter des politiques de développement autonomes et continuent de pratiquer la politique de la main tendue? C'est cela le problème. Donc, que devons-nous faire? Comprenons que nous avons tout ce qu'il faut. Et paradoxalement, nous n'avons pas une élite de manière globale qui peut accompagner ces moyens
pour pouvoir nous permettre demain. On l'a dit sur ce de nous plateau, hein, affranchir. on n'a pas d'élite, hein, il faut le dire comme ça. On n'en a pas. Oui. Nous avons un problème d'élitisme. Je vais finir par là d'ailleurs. Aucune société, M. Fanga, n'est meilleure que l'élite qui la gouverne. Aucun foyer n'est meilleur que le père qui est le chef de ces foyers. Le foyer est le reflet du père. La société est le reflet de l'élite qui la gouverne. L'incapacité et l'impuissance actuelle de l'Afrique, avec tous les potentiels que nous régorgeons, accusent l'incompétence décisionnelle de chefs d'État africains. Il faut que nous soyons capables de l'assumer. C'est une vérité. Alors, nous n'existons pas politiquement parce que nous ne sommes pas définis de nous-mêmes. Nous sommes les héritiers d'une fabrication idéologique occidentale. Nous allons les diviser en États, en micro-États, et nous allons leur imposer notre rythme. Tu parlais tout à l'heure, André Fanga, de l'Union africaine. Mais voilà le problème qui est là. L'Union africaine, à la base, est conçue pour être un outil d'intégration dont l'objectif était d'aboutir à un État Africain. aux États-Unis. Voilà un État africain, les États-Unis d'Afrique. Mais, court-circuité par les puissances impérialistes qui ont vu le danger, ils ont fait quoi? Ils ont injecté de l'argent. Donc, ils ont acheté, corrompu les élites africaines qui étaient censées implémenter des projets panafricanistes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Union africaine? Ils ont fait de l'Union africaine une caisse à résonance. Vous n'avez pas tort de dire que Toujours l'Union dans africaine l'imitation. est une On a coquille parlé vide. UE, Union européenne, et tout de suite, on a passé L'Union à africaine. UA. Et quelles sont donc les Quelque bases chose de qui- cette Union africaine? Quels sont donc les Le piliers? civisme, toujours aussi Et avec quels sont qu'on a donc, vu. et Bon. paradoxalement, et Steve, quels sont les piliers de cette Union africaine? La défense de la démocratie, un système importé, la défense des droits de l'homme, une imitation de la charte du Manding, issue de l'Empire du Mali, et troisièmement, le développement... La plus vieille constitution du monde, La plus d'ailleurs. vieille constitution du monde, et paradoxalement, le développement durable qui ne vient jamais. Albert Anatoly, ici le 27 mars dernier, le Burkina Faso a annoncé d'ailleurs, il faut le dire comme ça, le lancement de 2 essais cliniques dont l'un portait sur l'apivirine, un médicament produit au Bénin et utilisé dans le traitement du sida du professeur Valentin Agone et qui marche d'ailleurs très bien. Il faut également préciser à nos téléspectateurs que du côté du Madagascar, eh bien Madagascar compte seulement 121 cas de Covid-19. On parle de contamination. Ils ont 39 guéris et surtout aucun décès. 0 décès et jusqu'à preuve du contraire, tout marche bien. Actuellement, même ce matin, on nous parlait de 56 guéris. Albert Anatoly, ici, c'est une bonne nouvelle qui peut encourager les autres États africains. Écoutez, moi je pense que je ne voudrais pas être dans l'afro-pessimisme. Si nous avions une élite, nous devrions avoir une élite visionnaire, courageuse, parce que c'est de ça qu'il est question. Oui. Il est inacceptable, et même voire incompréhensible, que nous avons des fils et des filles qui sont des intelligences, qui sont des Mozart ailleurs, alors que le continent africain en a besoin. C'est un paradoxe. Qui sont Ça des veut dire hasards en Afrique. c'est-à-dire, ces femmes, ces hommes qui sont au service des autres, alors que leur continent a besoin de leur expertise. Allez comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire que c'est notre décision, entre guillemets, qui a un problème. Il faut donc restructurer tout. Il faut une restructuration de notre système politique. Absolument. Puisque nous sommes dans un domaine médical, Oui. c'est ça notre thématique de la journée. Donc, je pense que il faut déjà commencer par mettre les bases d'une recherche fondamentale et d'une recherche appliquée sur le continent africain. Et bien évidemment, investir dans la santé. Parce que sur le continent africain, on investit plus sur les armes que sur la santé. Et si vous avez une population qui est malade, elle ne peut pas être productive. Et surtout, elle ne peut pas se battre. Deuxième chose, tout à l'heure, je parle du bashing qui va être engagé tous ces jours au travers des médias hexagonaux. Ça a commencé depuis avant-hier. Voilà, ne vous inquiétez pas. contre les découvertes africaines. Je pense qu'il va falloir que les médias africains prennent également leur contre-offensive. Parce que l'Afrique, ce n'est pas que celle-là qui est dessinée par les autres. C'est-à-dire que l'Afrique des famines, du VIH-Sida, l'Afrique de la prostitution, comme l'ont dit les idiots sociopathes dont j'ai parlé tout à l'heure. Le professeur Mireille Loche. Voilà. L'Afrique, c'est pas l'Afrique des guerres. Des conflits. Des conflits armés. Des coups Non. d'État et tout ce qui Non, va avec. L'Afrique, ce n'est pas que l'Afrique des catastrophes. Non, il y a aussi une Afrique qui est émergente, qui est dynamique, Qui pense. qui invente. Donc moi, je pense que cette Afrique-là, c'est celle qui doit être mise en exergue. Et non, c'est cette Afrique qui doit tout le temps faire la manche. Subir. Faire la manche. Donc moi, je crois que pour conclure, Rapidement. il faut, comme je l'indiquais tantôt, l'Afrique doit vivre en autarcie économique.
Eric Pépin Bikaï, vous avez le mot de fin. Oui, le mot de fin, puisque notre thématique portait sur la santé, notamment les réponses au niveau local. Il faudrait justement que le gouvernement essaye d'investir dans ce secteur-là. On s'est réjoui au tout début de cette pandémie du fait que le ministre Malachi avait invité tout autour d'une table l'ensemble des chercheurs, à la fois des chercheurs de la médecine moderne et également les chercheurs de la médecine traditionnelle. On oserait croire que la solution pouvait venir au niveau local à partir de notre pharmacopée locale. Mais nous sommes parfois déçus du fait que notre pharmacopée locale brille beaucoup plus par un certain nombre de pathologies auxquelles elle s'est spécialisée, notamment la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, l'infertilité. Il faut qu'on sorte un peu... Mais c'est aussi la base. Hein, non, il faut sortir de ça. On ne peut rien vendre avec des traditions qui soignent simplement la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce. Il y a ma tante qui a fait beaucoup de bonheur en Belgique à ces petits blancs. À cause justement du Ouest. Il faut pas. Justement, c'est des continents comme ça, ils sont en pleurs parce qu'ils sont faibles. Non, donc il faut les réveiller. C'est pas le débat, ça. Non, on est d'accord. Il faudrait que les médicaments, la publicité des thérapeutes, des pharmacopées africaines qui est spécialisée juste pour la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, sortent de là et se spécialisent sur des pathologies qui peuvent nous permettre d'avoir une plus-value. Non, mais la réalité contredit te dire, puisqu'il y a déjà Apivérine, il y a déjà... Voilà. Oui. Non, je parle organique, aujourd'hui avec Apivérine. L'Afrique travaille, mon ami. Oui, si, avec Apivérine et peut-être Covid organique, ça prouve que l'Afrique peut avoir des réponses spécifiques à des pathologies endogènes. Donc, il faut multiplier cela et sortir progressivement des stands qui sont installés dans les carrefours. On ne parle que de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. C'est vrai que c'est Eric qui a la parole, mais il faut que nos gouvernements protègent leurs chercheurs. Tout à l'heure, j'ai évoqué un certain nombre d'assassinats de nos chercheurs qui ont pu quand même trouver des molécules pour combattre soit le VIH, soit le paludisme. Ils ont été assassinés. Et puis, je vais vous dire quelque chose. 2 mois après, s'il te plaît, une seconde, 2 mois après que le chercheur congolais, l'RDC, ait réussi à découvrir, n'est-ce pas, l'antidote contre le sida, j'ai dit 2 mois seulement, après son assassinat, les États-Unis d'Amérique, via l'OMS, ont promulgué le premier remède contre cette pandémie. On ne va pas également oublier qu'en 1997, l'Afrique du Sud avait découvert d'ailleurs le vaccin contre le VIH-Sida. Voilà. Eh bien, on a fait l'information pendant 48 heures, tout de suite. Tout a disparu. Merci messieurs d'avoir été de nous ce matin. Eric Pépin Bikaï, je vous souhaite de passer un bon week-end. Albert Anatola ici, merci également. Ça fait un plaisir. Docteur Bénécry, je vous dis également merci. Christelle Fanga, vous restez avec nous. Mesdames, messieurs, l'Afrique, ce n'est pas seulement les guerres, les conflits, les coups d'État, les pleurs, le paludisme, le sida et sans oublier bien sûr le Covid-19. L'Afrique, c'est également des hommes qui pensent, des hommes qui créent, des hommes qui sont là justement pour que l'Afrique se réveille.